Bonjour à tous, il est 9 heures passées de 1 minute et nous sommes aujourd'hui pour 1 heure pour parler marketing B2B, parler growth, parler alignement sales et marketing. Merci à tous de vous être inscrits, vous êtes une centaine à vous avoir inscrits. Pour ceux qui connaissent la plateforme ou ceux qui ne la connaissent pas, vous avez un petit chat qui vous permet d'interagir avec nous. J'espère que vous n'allez pas être trop timide et vous allez nous aider à animer, à rendre ce moment le plus interactif possible. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux compagnons, deux copains de jeu. Alors, Céline, est-ce que tu veux bien te présenter ta boutique? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Céline Descamps, responsable marketing chez GetQuanti. Donc, pour vous expliquer en quelques mots, GetQuanti, c'est une solution d'IP tracking qui permet d'identifier, scorer et engager les visiteurs anonymes de votre site Internet. Et tu vas nous expliquer en détail comment ton outil Comment ça s'inscrit se dans passe comment ça s'inscrit dans une démarche de croissance durable. Alors, Kevin, raconte-nous un petit peu les causantes. C'est à cause de Ouais. quoi? Merci Benoît. Donc bonjour à tous. Donc moi c'est Kevin Rabier. Moi je représente le groupe Les Causantes. Donc Les Causantes c'est une agence qui finalement a pour but de réaliser ou de contribuer à réaliser les objectifs business des marques. Donc une croissance de chiffre d'affaires, de la collecte de leads, le développement d'une base d'abonnés ou tout autre objectif finalement pour lesquels on pourrait pour lesquels on anime avec passion finalement. Et finalement, ce qu'on adore faire, c'est créer des dispositifs, des scénarios, des mécaniques finalement qu'on retrouve énormément au B2B justement parce que c'est un univers qui est finalement assez complexe, qui est assez complexe en tant que tel. Et donc voilà, donc c'est avec plaisir que moi je partage des inputs, des expériences autour de cette session. Voilà, et plus spécifiquement, moi je suis responsable sur la partie média et la partie publicitaire du groupe. Voilà. Kevin. Alors, moi, c'est Benoît, je travaille chez Nomination. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, notre métier, c'est produire de la donnée. Alors, il y a un grand terme qui veut dire tout simplement qu'on va reconstituer les organigrammes de toutes les boîtes présentes en France. On va identifier les bonnes personnes qu'on appelle les décideurs. Et puis, on va alimenter nos clients avec cette data, avec plein de signaux pour alimenter justement des scénarios marketing et commerciaux les plus intelligents possibles. Donc, on a essayé de se réunir tous les trois. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a essayé de combiner la partie tech, la partie data et puis la partie expertise pour essayer de vous proposer un moment de partage le plus intéressant possible. Alors, pourquoi on a voulu faire ce webinaire? Tout simplement parce qu'il y a quelques semaines de ça, on s'est mis en tête de fabriquer un petit livre blanc pour essayer de partager nos meilleures pratiques. Donc, un livre blanc que vous allez pouvoir retrouver sur nos sites. Et on s'est dit que ça serait sympa, en plus de ce livre blanc, de faire ce webinaire. Alors, plutôt que de faire simplement la redite de ce livre blanc, je vous invite à consulter, on essaie d'un peu changer la structure pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus interactif. Donc, on va essayer d'un peu introduire le sujet avec Kevin sur growth marketing en quelques mots, de quoi on parle. Ensuite, Céline va nous parler tech et outils. On va un peu parler data et puis ensuite, on va zoomer sur des exemples, des scénarios, des applications où ce triptyque data, outils et expertise permet de faire des choses assez sympas. Alors, on va se lancer tout de suite. La, pirate, pas pirate. Kevin, parle-nous un peu du growth. Allez, on y va. Je vais prendre la main. Je vais surtout démarrer par un slide qui va être qui va reprendre un petit peu la manière dont on perçoit finalement nos campagnes marketing en B2B. Donc, et ça va me permettre de vous faire le pont et de montrer finalement les réponses qu'on apporte dans des dimensions de growth marketing. Donc, le premier point, donc finalement, c'est tous les challenges, toutes les particularités qu'on retrouve quand on travaille en marketing B2B. Donc, premier point là-dessus, c'est qu'on a une faible efficacité, ce que j'appelle des parcours en one shot. Donc, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que le B2B, c'est souvent la somme de plein de petites actions qu'on va mettre bout à bout et qui vont générer une efficacité globale. Donc, en vrai, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on lance une campagne complètement isolée,
on va souvent avoir plus de difficultés à générer des résultats et générer de l'efficacité. Donc toute action finalement qui va être finalement prise toute seule et finalement et de manière complètement isolée va être beaucoup plus délicate. On va avoir beaucoup de mal à y trouver de l'intérêt et du résultat. Et donc c'est pour ça que c'est souvent une combinaison de parcours, de parcours et d'activation qui vont se générer encore une fois de l'efficacité. Typiquement, c'est souvent parce qu'on a un besoin de répétition, on a un besoin de récurrence, on a un besoin aussi de légitimité, de crédibilité. Quand on s'adresse à un prospect qui découvre, par exemple, une publicité sur les réseaux sociaux, alors autant c'est bien, c'est utile, il faut bien créer une mécanique d'acquisition, mais souvent, le manque de répétition ou l'absence de crédibilité, etc., de format type témoignage ou autre, etc., de ressources tel type livre blanc, etc., finalement, c'est autant d'outils qu'on doit mettre en place de manière qui permettent de créer une cohérence générale. Voilà, et donc ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est que les parcours sont longs. Donc, typiquement, nous, on travaille par exemple, avec des marques où nos parcours de souscription vont de 3 à 6 mois. Donc, quand on travaille sur des logiques de 3-6 mois, d'abord, on a du mal à collecter la donnée. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas déjà tous les outils en place, on va avoir du mal à collecter la donnée et à savoir que telle campagne a mieux fonctionné que telle ou telle autre campagne par rapport finalement à l'efficacité des outils et des reporting. Et puis ensuite, il se passe plein de choses en 3-6 mois. On a le temps de comparer la concurrence, on a le temps aussi qu'il y ait d'autres personnes qui interagissent dans le processus de décision, le N+1, le N+2, etc., qui finalement participent finalement finalement au choix d'une solution. Et donc c'est autant de complexité qu'on a au cours d'une campagne finalement pour convaincre par rapport à notre outil. On va avoir ensuite, pareil, de la même manière, ça crée des besoins différents. Finalement, est-ce que je vais parler de telle ou telle fonctionnalité à tel prospect? Est-ce que je vais parler de tel ou tel, de tel ou tel bénéfice à ce moment-là? Ça crée effectivement des parcours complexes. Et du coup, c'est ce qui crée aussi, et c'est là où on se rend compte qu'on a énormément besoin de mécaniques de réassurance. Donc finalement, de boucles d'email automation, de scénarios de reciblage pour être capable à chaque fois de rassurer tout le temps notre cible, sachant qu'on est souvent sur des cibles de taille plutôt courte. Alors quand j'entends de taille plutôt courte, je veux dire qu'on n'a pas des millions et des millions de personnes à cibler au quotidien, évidemment. Donc on est sur des cibles qui sont courtes, donc c'est des segments fins, des segments nichés, et donc souvent de la communication hyper personnalisée. Voilà, donc ça, c'est vraiment les fondamentaux dans lesquels on rencontre. Et du coup, ça crée forcément un écosystème et une communication qui est toujours hyper personnalisée. Du coup, en termes de réponse, là-dessus, c'est là où le growth marketing entre en jeu. Le growth marketing, si je devais le résumer, c'est l'objectif central, c'est d'arriver à désiloter. C'est d'arriver à désiloter finalement toutes les pratiques et tout ce qu'on va mettre en place. Donc, dit autrement, on va avoir besoin de créer une transversalité, c'est-à-dire de pouvoir faire parler la data auprès de chaque pilier marketing. Donc typiquement, le premier point, ça va être d'arriver à faire remonter la donnée de la prospection à la vente et de la vente à la prospection. Donc comment est-ce que je fais pour que mes données commerciales remontent à mes données finalement publicitaires, pour que je sois capable de dire, en fait, c'est cette cible-là, ou ce segment-là, ou cette créa-là, qui finalement a un meilleur impact pour générer des signatures. Lorsqu'on a cette donnée-là, on se rend compte, on prend conscience de plein de choses, on prend conscience que finalement, cette cible-là me coûtait peut-être moins cher, celle-là me coûtait plus cher en termes d'acquisition de leads, mais en fait, me génère plus de signatures. Et à partir de là, on commence à raisonner totalement différemment dans l'exécution des campagnes. De la même manière, dans l'autre sens, on peut avoir nos campagnes qui vont avoir un impact sur la partie sur la partie vente. Et là, pour le coup, c'est finalement qu'un commercial soit capable de comprendre et de connaître le parcours du prospect et de se dire, ah oui, il est passé par là, il est venu 3 fois, etc., et de pouvoir interagir en fonction de ça. Voilà, on a un deuxième point qui va être hyper important, c'est cette personnalisation dans l'approche, c'est cette capacité à personnaliser la partie créative, personnaliser finalement le parcours, les automations, etc. Donc là, typiquement, ça va être... donc là, on a des scénarios types. Donc, par exemple, on peut avoir... on va souvent, je donne un parcours type, mais parmi d'autres, on va souvent avoir...
un premier point de contact qui va être, lorsqu'on parle au prospect, tout venant, entre guillemets, sans vraiment sans vraiment avoir de données de qualification, on va souvent parler du bénéfice. Donc, on va souvent s'intéresser au bénéfice premier du produit. Si je suis une solution RH, par exemple, je vais expliquer de quelle manière est-ce que on va rassurer la personne, de quelle manière on va décrire le bonheur que la personne va ressentir, par exemple, à ne plus traiter de fiche de paye, par exemple. Donc, on commence par cet aspect bénéfice, et finalement, après avoir qualifié finalement ce prospect, on va commencer à aller un peu plus loin, on va présenter des fonctions produits qui sont indispensables, etc., par exemple. Donc ça, c'est une première boucle, une première séquence qu'on peut faire parmi d'autres. Et une autre chose qui est fondamentale dans du growth marketing et en B2B, c'est l'itération. Donc l'itération, c'est finalement la capacité à générer des tests, de prendre une mécanique, de la tester, de comparer ses résultats à une deuxième mécanique et être capable tout le temps d'historiser ce qu'on fait. Parce que lorsqu'on commence à historiser ce qu'on fait, c'est le moment où on commence à être capable de passer d'un scénario A à un scénario B puis au C, et donc d'être capable à chaque fois d'auto-challenger nos propres stratégies. Voilà, et finalement, c'est un petit peu ce que je disais en premier point. En fait, un tunnel B2B, souvent, c'est plein de petits tunnels qu'on va mettre bout à bout, qui vont être cohérents les uns avec les autres et qui vont faire cette efficacité globale qui est hyper importante, qui est hyper fondamentale. Nous, on le voit assez souvent, hein, c'est assez souvent que quand on arrive à lancer une action, encore une fois, qui est, voilà, typiquement une campagne publicitaire, et qu'on n'a rien d'autre, pas d'outils, pas d'autres finalement stratégies type emailing, automation, etc., livre blanc et autres ressources pour finalement véhiculer finalement d'autres leviers, bah, c'est vrai c'est forcément un peu moins bénéfique. Voilà. Donc ça donc à partir de ça, le growth marketing va en découler finalement des piliers sur lesquels des piliers qui sont des fondamentaux qu'on va utiliser, qu'on va activer dans nos stratégies marketing. Donc c'est ce qu'on appelle un framework, le AARRR, qu'on connaît plutôt, qui est plutôt un indispensable pour nous et qu'on connaît plutôt bien. Donc on a l'acquisition, l'activation, le revenu, la rétention et la recommandation. Donc c'est finalement un peu un pendant quand on compare le marketing digital, par exemple, au growth marketing. C'est finalement un pendant au marketing mix, mais qui n'a rien à voir, dans le sens où là, on est encore une fois dans une manière de désiloter la stratégie marketing et de la prendre de manière un peu plus globale. Donc, c'est-à-dire, l'acquisition va s'intéresser finalement à comment on fait venir finalement les utilisateurs à notre site. Donc, on va traiter notre collègue de lead avec nos différentes mises en place de campagnes, notamment publicitaires. L'activation, on va se poser la question de comment est-ce que finalement on va intéresser cette cible, comment on va l'engager dans un parcours et dans un tunnel. Donc là, on va potentiellement se retrouver par exemple avec de la stratégie d'emailing notamment. Le revenu va nous permettre de travailler finalement la partie conversion. Donc là, on est un peu dans le nerf de la guerre. Comment est-ce que je vais travailler l'efficacité de mon tunnel? Quels arguments est-ce que je vais utiliser? Qu'est-ce que je vais utiliser finalement nous aussi comme stimuli? Et puis finalement, qu'est-ce que je peux challenger en termes d'offres? Quelle offre peut être plus impactante et plus performante qu'une autre? La rétention va me permettre de travailler la récurrence finalement, donc des notifications, des newsletters, etc., cette capacité à faire revenir des personnes justement. Et enfin, l'aspect recommandation, là qui peut être hyper intéressant, qui va être finalement de générer de l'engouement, notamment, ça peut être des formats de parrainage, des formats de bouche à oreille, des formats de brand advocacy. Ça peut être par exemple aussi de faire interagir vos propres employés, donc à votre stratégie marketing et à vos prises de parole, typiquement. Voilà. Donc l'idée, c'est que lorsqu'on se pose cette question-là, on prend les différents outils, on met en place ces différents plans d'action autour du AARRR. Ça permet déjà d'avoir notre première checklist finalement de tâches et d'actions à mettre en place. Et forcément, à partir de là, c'est ce que je disais au début, en B2B, la mise en place d'outils est complètement indispensable, encore une fois, pour amener une couche data qui est vraiment solide, et de ne pas laisser les choses au hasard dans l'exécution. Voilà. Et donc, du coup,
c'est ce qui va permettre de gérer en fait la prospection, la qualification et le réengagement de nos cibles. Et c'est plutôt une bonne transition pour la partie suivante. À croire qu'on a préparé notre webinaire. Alors, Ouais, Céline, voilà. on le voit, pour du growth marketing B2B qui donne un peu la route, il faut plein d'outils. Toi, tu as une double casquette, hein, puisque tu es à la fois fournisseur de stack marketing, mais également utilisatrice de marketing. Est-ce que tu peux nous faire un peu un panorama de toi, ta stack un peu idéale pour engager des prospects? Oui, exactement. Donc, vraiment, pour pouvoir développer son business, les outils en marketing sont indispensables, et notamment pour hacker un petit peu la performance de ces campagnes marketing. Donc, on va faire un peu une overview de la prospection aujourd'hui, donc qui est de plus en plus difficile. Et vous le savez tous, elle se fait essentiellement sur le web. Donc, tous vos prospects vont passer par des sites internet, par des sites de contenu, pour trouver finalement la meilleure solution, le meilleur service qui correspond en fait à ces problématiques. Donc, à savoir que le site web, c'est l'une des 3 premières sources d'informations consultées par les prospects pour une phase d'achat. Et que 94% des acheteurs B2B consultent au moins une fois le site web dans leur parcours d'achat. Donc, à savoir que 98% des visiteurs qui vont passer sur votre site vont rester anonymes, puisque seulement 2% vont remplir un formulaire de contact ou de démo. Donc, il va falloir vraiment s'intéresser à tous ces visiteurs, tous ces visiteurs qui passent sur votre site. Donc, votre site est une vraie mine d'or, puisque tous ces prospects ont finalement un intérêt pour utiliser votre solution. Donc, il va falloir les contacter. Et dernier chiffre, 57% des ventes se concrétisent avec le premier prestataire entré en contact. Donc, il va falloir être réactif, pouvoir trouver ces prospects-là et les contacter avant vos concurrents. Donc, comment on fait? Il y a plusieurs technologies qui permettent de hacker un petit peu ça et d'aller se concentrer sur ces 98%-là. Donc, il y a la solution d'IP Tracking. Donc, les solutions d'IP Tracking, c'est un dispositif de génération de leads qui va permettre en fait d'obtenir l'identité des entreprises qui visitent votre site internet sans que la personne n'ait besoin de rentrer ses coordonnées. Donc, ça a plusieurs avantages parce que vous allez pouvoir identifier du coup les visiteurs anonymes de votre site web et valider vos personas. Donc, valider vos personas, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir une overview de tous ceux qui passent sur votre site. Donc, des solutions comme Google Analytics ne sont pas 100% B2B et ne vont pas rentrer dans le détail de ces solutions d'IP Tracking. Donc là, vous allez pouvoir voir par exemple, le secteur le plus important qui visite votre site et la taille des entreprises qui visitent votre site. Donc, par exemple, si vous êtes sur un secteur très auto, que vous cherchez à cibler des entreprises auto et que finalement, c'est de l'immobilier qui ressort le plus sur votre site, vous allez pouvoir orienter vos actions marketing et vous dire que vos actions ne sont pas les bonnes pour faire venir la bonne cible sur votre site. Donc, vous allez pouvoir capitaliser sur ces visiteurs qui ne remplissent pas de formulaire de contact, puisque vous allez pouvoir les identifier et les contacter, et surtout les contacter avant vos concurrents. Puisque si la personne vient sur votre site, c'est qu'elle a un intérêt pour votre produit ou service. Donc, ce n'est pas anodin d'aller la rappeler, et surtout, vous allez avoir une meilleure réceptivité de votre prospect, puisqu'il vous connaît déjà. S'il est passé sur votre site, c'est qu'il se dit que peut-être votre solution peut avoir un intérêt. Donc, du coup, il sera plus réceptif au discours du commercial. Et enfin, vous allez pouvoir obtenir des informations précieuses, donc comme en a parlé Kevin tout à l'heure, sur votre prospection. Donc, souvent, ces solutions sont combinées à des solutions de scoring qu'on va voir juste après. Et ces solutions de scoring sont basées aussi sur des intérêts, des pages visitées. Et vous allez avoir plein d'informations qui vont vous permettre de faire des actions marketing, de nurturing ou d'envoi de contenu adapté à ce que le prospect, à ce qui s'intéresse. Et pareil, du côté commercial. Donc, il existe aussi des solutions de scoring. Donc, il y a 2 types finalement de solutions de scoring. Donc, par visiteur,
qui se rapproche plus de Pledzi ou de HubSpot, donc qui est basé sur un système de points défini par rapport à des actions. Donc, c'est vraiment par visiteur. Donc, le visiteur est identifié une fois qu'il a rempli, il a fait un téléchargement, il a téléchargé quelque chose, on a récupéré ses contacts et on va pouvoir, à chaque fois qu'il refait des interactions avec votre site, lui donner des points. Et voilà, c'est une fois que, par exemple, c'est 25 points, ça passe en SQL et c'est déterminé comme intéressant à contacter commercialement. L'autre façon de scorer, donc, qui est la façon que GetQuanti utilise, c'est par entreprise. Donc, c'est basé sur une intelligence artificielle. Et donc là, c'est vraiment au niveau de l'entreprise, donc au niveau du compte, qui prend en compte toutes les visites. Donc, c'est 13 critères, en fait, qui vont prendre les visites, le temps, les pages, l'intérêt des pages, plein de critères qui vont vous permettre de définir si l'entreprise est très chaude ou est froide. Donc là, ça va prendre en compte toutes les visites de toutes les personnes qui sont dans l'entreprise. Donc, c'est plus intéressant parce que vous avez une vision globale. Et si, par exemple, le responsable marketing qui était venu s'en va, bah, vous avez quand même les actions de l'entreprise du nouveau responsable marketing qui va reprendre finalement les projets en cours. Donc, ça va vous permettre de prioriser vos actions commerciales puisque vous savez que la personne ou l'entreprise est chaude. Donc, c'est plutôt sur ces entreprises-là qu'il va falloir mener des actions commerciales. Plutôt les froides, peut-être mener des actions de nurturing avec des workflows pour essayer de les faire rentrer en maturité d'achat et les rendre plus chaudes. Et surtout, prioriser vos relances. Donc là, on n'est plus du tout dans un système de relance un peu au hasard, comme on peut faire. On appelle, la personne vous dit non, je ne suis pas encore intéressée, peut-être appelez-moi dans 3 mois. On met une relance dans le CRM dans 3 mois. Peut-être que dans 3 mois, c'est trop tard ou encore trop tôt. Et là, vous allez pouvoir voir que l'entreprise est revenue sur votre site, donc il y a un intérêt. Donc, il ne faut pas attendre et il faut le rappeler à ce moment-là, puisque si elle est venue, peut-être qu'elle pense déjà à utiliser votre produit ou service. Et enfin… ça fait rêver comme produit de scoring. Pardon ? Ça fait rêver du scoring entreprise comme ça, notamment sur des approches un peu grand compte ABM. C'est ça. Donc, GetQuanti, du coup, va vous permettre d'identifier et de scorer dans la même plateforme. Et si vous combinez avec une solution comme Nomination, donc, qui vont vous permettre d'obtenir les coordonnées des visiteurs, en fait, vous allez pouvoir aller encore plus loin. Donc, ces solutions-là vont vous permettre de vous focuser sur les décideurs. Donc, par exemple, vous avez vu une entreprise venir sur votre site, vous n'avez pas encore identifié quelle est la personne, mais vous, le décisionnaire qui vous intéresse, c'est le responsable marketing. Mais vous allez pouvoir aller trouver les coordonnées téléphoniques ou email de cette personne et la contacter parce que vous savez que c'est elle qui va pouvoir prendre la décision d'utiliser votre produit ou service. Vous allez pouvoir aussi créer des fichiers de prospection niche. Donc, si vous avez vraiment un intérêt business très grand compte sur une niche, vous allez pouvoir constituer facilement et du coup gagner du temps toutes les personnes qui pourraient être intéressées par votre solution et mener des actions derrière marketing et commercial. Vous allez aussi pouvoir personnaliser votre message puisque, par exemple, avec Nomination, vous savez si la personne a été promue ou si l'entreprise a eu une levée de fonds. Donc ça, c'est des choses qui vont pouvoir faire mouche dans vos messages de prospection et vraiment personnaliser au maximum pour la personne. Donc, du coup, ça fait la transition avec Benoît. Bien préparé ce webinaire, on arrive à enchaîner. Et data par rapport au contact. Exactement. Donc, effectivement, quand on parle data, on parle beaucoup de coordonnées, profils de décideurs. Nous, chez Nomination, la data, c'est certes, évidemment, on va dire le carburant final qui est utilisé dans les campagnes, dans les workflows, ou tout simplement dans les actions des commerciaux avec un bon numéro de téléphone. Mais la data, ça peut faire aussi des choses un peu plus marrantes. Et je voulais vous en partager 3 exemples. C'est quelque chose que les commerciaux aiment beaucoup, c'est quand l'équipe marketing arrive à l'aider à dupliquer des succès. On le sait, hein, vous venez de signer un client qui est dans une niche, dans un secteur d'activité assez précis. Ça veut dire que vous avez réussi, 1, à comprendre ces enjeux, 2, à démontrer que votre solution, votre proposition de valeur répond à ces enjeux.
Et là, ce qui est vraiment top, c'est quand le marketing arrive à remettre en situation de conversation ce commercial avec globalement les concurrents directs du client qui vient d'être signé. Là, je vous donne un exemple, qui est un exemple réel qu'on a eu chez Nomination. Il y a 2-3 ans, un de nos commerciaux signe une boîte qui s'appelle les Petits Chaperons Rouges. Alors, évidemment, on s'est tous marré un bon coup en se disant, mais c'est rigolo comme nom de client. On jette un coup d'œil, crèche d'entreprise. Bon, il se trouve que vu l'âge moyen des commerciaux chez Nomination et au marketing, nous, les crèches d'entreprise, ça ne nous parlait pas trop. Ceci étant, on a un petit peu regardé, on s'est rendu compte que c'était un segment de marché avec des forts enjeux de business, des forts enjeux de développement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher non pas les lookalikes, mais les concurrents directs des Petits Chaperons Rouges, d'autres crèches d'entreprise, par exemple Babylou, par exemple People and Baby, par exemple la Maison Bleue, et on a capitalisé sur notre premier succès pour aller donner envie à ces autres acteurs de rentrer en conversation avec nous. Et aujourd'hui, tous ces comptes-là sont clients en Nomination. Donc ça, c'est un premier effet de la data. Si vous avez un outil suffisamment précis pour aller chercher les concurrents directs des clients que vous venez signer sur des niches, ça peut être vraiment des actions à très forte valeur ajoutée. Deuxième exemple, dans une approche un peu plus analytique. Il y a quelque chose qu'on devrait tous faire en marketing et qu'on ne fait pas toujours, c'est d'aller non pas chercher des clients dans l'absolu, d'aller chercher des prospects qu'on pense être des prospects à potentiel, mais plutôt s'appuyer sur une démarche vraiment analytique. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que l'approche lookalike, pour le coup, qui consiste à créer une segmentation. Vous prenez votre portefeuille client et vous le rangez par secteur d'activité et taille de boîte. Et vous allez par exemple chercher le panier moyen. Donc, vous faites cette combinaison. Alors, vous pouvez le faire dans Excel. Là, je vous montre ce qu'on fait avec notre plateforme. Vous allez pouvoir, comme ça, créer un indice qui va vous permettre de déterminer quel segment de marché a le plus de potentiel. Là, dans l'exemple qui est partagé, on voit que le secteur du conseil dans les grands comptes a un panier moyen 5 fois plus élevé que le panier moyen des clients en portefeuille. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a clairement un segment de marché à creuser. À l'inverse, si on va regarder par exemple dans le conseil sur les plus petites structures, on voit qu'on est sur un panier moyen 2 fois inférieur au panier moyen classique. Donc, si le marketing veut donner envie à ses sales de vraiment traiter ses leads, il n'y a rien de mieux que d'aller chercher des leads correspondant à des comptes à beaucoup plus fort potentiel. Donc ça, c'est vraiment 2 exemples où la data va vous servir non seulement évidemment à engager avec les coordonnées les bons décideurs, mais surtout alimenter une stratégie commerciale en se disant aujourd'hui, j'attaque qui et pourquoi j'attaque cette cible, ce segment marché. Autre levier de la data, c'est les scénarios de prise de contact. Tu l'avais un peu évoqué, Céline. On a par exemple tout ce qui est actualité des personnes et des entreprises. Aujourd'hui, vous le savez, l'équipement, la course à l'armement en outils d'emailing, en outils de marketing automation, en outils de séquence de mails automatiques, en outils de prospection automatisée, fait que globalement, et nous on le voit bien, on a à peu près 900 clients, on voit bien les quelques profils types que tout le monde, entre guillemets, a envie d'actionner, les DG de PME, les DRH, les DAF, les DSI, les directeurs marketing dans les plus grosses structures. On a 5-6 personas clés que à peu près tout le monde veut actionner. Et comme le disait Kevin, le terrain de jeu, pour le coup, est relativement faible. Si par exemple, vous ciblez des ETI, donc pas les très grosses boîtes et pas des PME, donc les tâches intermédiaires, vous en avez 5000 en France. Donc, si vous adressez les DRH dans les ETI, vous adressez 5000 personnes. Et il se trouve que vous n'êtes pas les seuls à les adresser, ces 5000 personnes. Donc, le sujet, c'est comment faire pour vous démarquer, comment faire pour arriver avec un message qui, on va dire, émerge dans le flux des messages publicitaires, des messages marketing, des messages par email de la personne. Nous, un des scénarios qu'on aime beaucoup, c'est rebondir sur la prise de poste d'un décideur. Pourquoi? Parce qu'une prise de poste, c'est toujours associé à quelqu'un qui va porter des projets, faire bouger son organisation, ne serait-ce que pour réussir sa prise de poste, être en mesure de démontrer à la structure et à son boss qu'ils ont eu raison de lui faire confiance. Et donc là, vous pouvez, par exemple, si vous avez un outil qui identifie dans votre cible les nouveaux directeurs, les nouveaux DRH dans les ETI qui viennent d'être créés, vous pouvez créer une routine, un scénario, et si vous avez les bons outils, vous pouvez même l'automatiser pour être capable d'avoir une approche beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus pertinente pour adresser cette personne. Autre exemple, on en parlait avec Céline, la levée de fonds.
Nous, par exemple, c'est un indicateur hyper important. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de startups B2B dans notre portefeuille client. Et la levée de fonds, c'est le signal le plus intéressant pour nous. Pourquoi? Parce que quand une boîte fait une levée de fonds, elle est clairement dans une stratégie de développement. Ce n'est pas une levée de fonds juste pour garder des sous à la banque, c'est une levée de fonds pour investir et pour aller et en B2B. Investir, ça veut dire aller développer son business, aller chercher des nouveaux clients. Et donc, par exemple, nous, avec cette levée de fonds, on va identifier toutes les boîtes dans la semaine précédente ont fait une levée de fonds. Alors, juste pour vous donner un chiffre, hein, en France, chaque semaine, il y a entre 100 et 150 levées de fonds. 2 tiers en B2B. Ça veut dire que, l'air de rien, vous avez quand même de la matière pour déployer un scénario de prospection vraiment très précis sur lequel vous allez pouvoir rebondir sur, c'est souvent le fondateur ou le CFO ou le CEO de la boîte. Et vous allez comme ça pouvoir, en articulant plusieurs canaux de prise de contact, maximiser votre chance de créer une conversation et de mettre votre commercial face aujourd'hui en visio et peut-être demain encore en rendez-vous en face à face avec cette startup à fort potentiel. Un dernier exemple de scénario de prise de contact, si par exemple vous êtes un cabinet RH et que vous voulez absolument prospecter Kevin, parce que Kevin en ce moment avec les causantes, il a des vrais enjeux de recrutement, et bien, typiquement, vous pouvez rebondir sur le fait que Kevin, ce matin, a pris la parole dans un événement. Pourquoi? Parce que si vous commencez la conversation en lui disant « Kevin, j'ai assisté à ton intervention, elle était hyper claire et vraiment bravo. D'ailleurs, je me demandais si, ben, vous savez quoi, Kevin va être beaucoup plus réceptif et va probablement beaucoup plus vous répondre que si vous commencez directement en disant bonjour, nous sommes spécialistes dans le recrutement, auriez-vous un créneau à m'accorder pour vous aider à recruter ?» Bref, la data, c'est certes, on va dire, ce qui se voit le plus, hein, des emails, des téléphones pour actionner des scénarios, mais c'est aussi tout ce qui permet en amont de travailler la notion de scénario marketing ou tout simplement de définir ses cibles, ses niches les plus appétantes. Donc là, on a beaucoup parlé de l'acquisition pure, hein, c'est-à-dire aller chercher des nouveaux. Céline, quand on a préparé et quand on a travaillé le livre blanc, toi, tu tenais aussi à mettre en avant quelque chose qu'on a des fois tendance à oublier, côté marketing, le réengagement. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce sujet? Oui, je vais boucler la boucle parce qu'on parle beaucoup d'outils pour engager, pour collecter des leads, finalement pour un tout début d'acquisition. Mais il y a aussi d'autres outils qui vont permettre de réengager les prospects qui sont déjà un petit peu engagés dans le process d'achat. Donc, je vais parler de la pop-up. Donc là, on peut se dire « Oh mon Dieu, la pop-up, quelle horreur, c'est has-been, on n'en veut plus ». En fait, il faut prendre la pop-up sur un nouveau prisme parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions de pop-up qui permettent d'avoir un contenu beaucoup plus personnalisable. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, en combinant la data GetQuanti, avoir le secteur de l'entreprise, de la personne qui visite votre site Internet. Donc là, vous allez pouvoir lui présenter un livre blanc, un cas client ou une étude sectorielle spécifiquement sur son secteur. Donc, elle aura beaucoup plus d'intérêt puisque ça lui parle. Pareil pour vos clients. Vous allez pouvoir lui proposer la nouvelle version de votre plateforme ou comme là, la nouvelle version de Windows 7 directement à vos clients que vous avez pu identifier grâce au persona GetQuanti. Vous allez pouvoir donc proposer le bon contenu à la bonne personne et surtout, vous allez pouvoir mixer les formats. Donc, il faut pas penser que la pop-up, c'est juste un format intrusif, en gros, sur l'écran. Vous avez plusieurs formats. Vous avez des bandeaux en haut, en bas, qui vont vous permettre de mettre en avant, par exemple, une démo ou une prise de rendez-vous. Vous avez des pop-up en bas à droite qui vont suivre la navigation du prospect. Donc, qui ne sera pas intrusif, mais qui sera quand même visible et qui va vous permettre de mettre en avant des livres blancs, des cas clients en fonction d'une page. Par exemple, si vous avez une page dédiée par secteur, voilà, une page immobilier, vous allez pouvoir mettre votre cas client immobilier dessus. Donc, vraiment adapter le parcours du prospect à vos pop-up et du coup, donner de la valeur ajoutée à ces pop-up-là. Et pour le prospect, c'est très intéressant d'avoir du contenu en rapport avec ce qui l'intéresse. Autre chose, c'est le chat.
Donc, on sait qu'on en a parlé, hein, la personnalisation, c'est hyper important. Et la personnalisation apporte un taux d'acceptation de lead de 21% plus élevé et un taux de conversion de 36% plus élevé. Et 72% des clients B2B attendent une compréhension approfondie de leurs besoins. Donc, le chat, c'est parfait, puisque si vous avez, par exemple, une personne physique qui peut répondre derrière, vous allez pouvoir approfondir ses problématiques, ce dont elle a besoin, et lui proposer un service personnalisé par rapport à votre solution et à ce qu'elle attend. Donc, vous allez aussi pouvoir mettre en avant en fait plein de CTA comme prendre un rendez-vous ou de télécharger quelque chose. Et c'est beaucoup plus facile pour la personne d'interagir avec un chat que de trouver votre formulaire de contact ou d'écrire un message. Là, voilà, c'est beaucoup plus interactif et ça va permettre de le réengager des personnes qui sont venues plusieurs fois sur votre site. Donc là, on va passer à des exemples concrets, du coup, pour finir, pour illustrer un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Donc, je repasse la parole, du coup, à Kevin. Alors, Kevin, fais-nous rêver avec des exemples que toi, tu as, enfin, des scénarios ou des dispositifs que tu as déployés avec succès. Ouais, ça marche. Je vais prendre 2 exemples types. Je vais prendre un exemple assez général, assez général avec un petit peu de prise de recul et puis un autre exemple un petit peu plus précis, un tout petit peu plus technique. Alors, je vais prendre le cas d'une marque, d'un projet, donc un peu similaire à ce que je précisais au début, hein, des parcours de souscription qui durent assez longtemps, hein, sur des cycles d'à peu près 3 mois. Voilà, donc on est en B2B, on est dans le domaine éducatif, on met à disposition des ressources pour des salariés d'entreprise, hein, des ressources, voilà, des ressources de presse, des ressources de livres et autre chose. Donc on est complètement dans des dispositifs de recrutement B2B. Et donc, on a mis en place, au jour 1, on a mis en place l'ensemble de cette boucle qu'on peut voir là. Donc voilà, on s'est intéressé au départ de mettre en place toute cette boucle, c'est-à-dire une phase où on collecte de la data sur des suspects, donc des personnes sur qui on n'a aucune data, et on les fait passer finalement à travers différents steps des différentes étapes d'un tunnel. Donc finalement, un prospect froid à qui on a commencé à attirer l'attention par des séquences de retargeting. On a collecté des informations. Ce prospect devient tiède en tant que tel et entre dans une phase d'emailing automation. Voilà, on utilise des solutions. On utilise notamment typiquement GetQuanti, Nomination 6, justement pour tous ces usages de qualification et de data. Le prospect devient de plus en plus chaud, effectivement, et du coup, on poursuit effectivement via notamment l'emailing la qualification du prospect. Et finalement, on a un client pour lequel on commence à créer des cas types, des best cases, on commence à prendre la parole autour de ce prospect et on s'en resserre pour la communication, pour faire, voilà, c'est ce qu'on appelle notamment cette boucle de viralité. Et donc, ça, c'est typiquement une marque qu'on a accompagnée au jour 1 et qui est complètement en train de décoller en termes d'évolution de prospection. Ils n'avaient aucune prospection digitale au moment où on a démarré avec eux, et c'est en train de devenir finalement leur canal privilégié aujourd'hui, en ayant finalement arbitré le choix des différents leviers, mis en place, et étudié les différentes personae finalement pour cette marque, et puis du coup à partir de là, dérouler toutes les différentes mécaniques, publicitaires. Voilà. Et encore une fois, c'est un petit peu l'essence du growth marketing, c'est-à-dire de prendre un peu toutes les étapes clés du funnel et d'arriver à les appliquer de bout en bout. Voilà. Un autre exemple un peu plus concret, alors intégrer les données offline dans le reporting. Donc, c'est-à-dire, je vous prends le cas type d'un parcours dans lequel finalement, une fois que le formulaire est complété, vous avez un appel par une équipe commerciale, et puis vous n'en avez évidemment pas que un, vous en avez plusieurs. Donc vous avez un cycle de vente qui est finalement offline, donc dans lequel vous avez évidemment, vous avez plus de données. En tout cas, vous avez plus de données, vous avez de la donnée, vous avez des outils de CRM, mais vous n'avez pas forcément de données qui peuvent être réinjectées dans vos campagnes. Donc du coup,
lorsque vous êtes par exemple en train de gérer une campagne publicitaire, Facebook, Google ou autre, en fait, vous avez juste une donnée de collecte de lead, vous avez un coût d'acquisition du lead, mais vous ne savez pas ce qui se passe après. Donc en fait, vous savez par exemple si votre publicité ou votre audience a bien marché pour collecter des leads, mais vous n'avez aucune idée de est-ce que ce lead était réellement qualifié ou non à partir de là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait et qu'on a fait, c'est qu'on va récupérer les informations qu'on a obtenues au niveau du CRM. Donc finalement, est-ce que la personne, quelle est les informations sur le niveau de qualité de la cible? Lorsque la cible atteint un niveau de qualité de X, alors on la considère comme un lead plus ou moins chaud. Lorsque la personne, lorsque le devis est envoyé, lorsque le devis est signé, etc. Donc on a ces différentes étapes. On va injecter ces données dans la régie publicitaire, Google ou Facebook ou autre. Donc il va y avoir un matching de la donnée. Et à partir de là, on va être capable de dire, on va avoir la plateforme qui va, après avoir matché la donnée, va être capable de dire, oui, en fait, c'est tel créa ou telle cible qui a eu tel ou tel coût d'acquisition. Donc là, on finit par plus du tout raisonner de la même manière. On finit par associer un coût d'acquisition, un coût de signature à nos campagnes. Et là, clairement, on pilote plus du tout de la même manière. Parce que d'abord, premier point, on se rend compte déjà que une audience peut-être où le coût par lead était de 50 € est peut-être moins efficace qu'une audience où le coût par lead était de 300 €, alors que par défaut, on l'aurait peut-être coupé, cette audience à 300 €. Donc déjà, on apprend des choses dans nos actions, et on remet en question nos propres actions avec l'apprentissage et avec le temps. Et la deuxième chose, ça donne confiance, parce que c'est pas, alors évidemment, c'est pas la seule chose qui permet d'accélérer des budgets, parce qu'évidemment, il faut que les campagnes fonctionnent bien, etc., etc. Mais ça donne la confiance, ça donne la crédibilité à la régie publicitaire pour dire, ah, en fait, celle-là, elle a un impact qui est concret, qui est réel et qui est quasiment indiscutable. Et donc, à partir de là, on a déjà eu le cas, en ayant mis en place ce type de tracking, où on a développé nos budgets de 3 000 à 30 000 € par mois, par exemple. Et c'est déjà arrivé, ce type de scénario-là. Voilà. Yves, avant de passer à la suite, il y a une question Oui. dans la slide précédente. Quelqu'un qui demande qu'est-ce que Trustfolio? Pardon, un Trustfolio, typiquement, c'est un outil d'avis client. C'est un outil d'avis client, tout simplement. Simplement, Trustfolio a mis en place cette démarche d'avis client, mais pour des entreprises de services, typiquement. Donc, par exemple, pour l'agence Les Causantes, du coup, par exemple, on a notre compte Trustfolio et puis on invite typiquement nos clients à poster un avis finalement sur l'exécution de nos prestations. Donc, c'est le cas notamment aussi du coup pour cette marque-là à qui on a créé un Trustfolio et à qui on a essayé de créer de l'engouement autour de l'exécution de leurs prestations. Voilà, et donc c'est un synonyme de best case client finalement, mais pour le coup qui est disponible en ligne via une plateforme externe. Voilà. De certaine manière, tu réappliques le principe des 5 étoiles d'Uber à n'importe quel service. Exactement, ouais, exactement. Voilà. Et pour le coup, c'est vrai que ça s'applique. C'est assez difficile des fois de le mettre en place ce plan du service. Et typiquement, là, pour le coup, ça marche très bien. Ouais. Merci, Voilà. Kevin. Céline, tu voulais aussi nous partager un truc assez marrant que font que fait ton équipe commerciale. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire? Oui, c'était une petite anecdote un peu rigolote qu'un de nos sales, Eli, a fait chez nous. Donc, en fait, il a essayé de démarcher un prospect. Donc, il a tenté les leviers classiques comme l'email, comme LinkedIn, et il n'a pas eu de retour. Donc, il s'est dit, je vais hacker les outils de mon prospect. Donc, il est allé sur le site, il est allé sur le chat et il a directement écrit est-ce que vous avez un peu de temps à me consacrer pour une démo? Est-ce qu'on peut s'appeler etc. Et en fait, la personne a répondu oui, c'est possible. Et elle lui a proposé un rendez-vous avec son numéro. Donc, via des solutions qu'on ne penserait même pas possibles pour la prospection, il a réussi à hacker ça et à obtenir un rendez-vous via un autre levier finalement. Parce que maintenant, c'est devenu une best practice chez toi et tous tes sales harcèlent vos prospects sur leur chat en ligne? Non, mais c'est vrai que ça peut devenir en dernier recours quand on n'a pas réussi avec tous les leviers. C'est quelque chose, une pratique qu'on s'accorde de faire puisque ça fonctionne finalement. Effectivement, en tout cas, le principe de contre-prospection, entre guillemets, est assez marrant. Et j'avoue que l'idée est intéressante et en tout cas, ça donne envie de tester.
Alors, on arrive sur la fin du webinaire. On a essayé de faire quelque chose d'un peu ramassé, histoire de pas trop vous embêter. Une fois de plus, on a beaucoup plus travaillé que ça. On a travaillé notamment à la production de notre livre blanc collectif, où on a vraiment, où on rentre dans le détail un peu plus de tous ces différents leviers. Donc, je vous invite à le télécharger. Peut-être un mot pour conclure, pour prendre un peu de recul par rapport à cette notion de growth marketing B2B, Kevin. Ouais, à la limite, il y a un sujet aussi, c'est qu'on a parlé de pas mal de petites choses, on a parlé de pas mal de choses, on a parlé aussi de la complexité justement des parcours. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que comme je le disais au début, c'est hyper important d'arriver à couvrir finalement les différents réseaux, les différents outils qu'on a à disposition pour communiquer. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ça reste aussi des choses qui se mettent en place pour toute taille d'entreprise. Voilà, faut aussi avoir ça en tête. Alors évidemment, il y a l'horizon des budgets qui permet toujours de faire plus de choses, évidemment, mais quand même, on a plein d'actions, plein de quick wins, plein de petites choses mises bout à bout qui finissent par générer de l'impact également. Donc, faut aussi rappeler que finalement, mettre en place une méthode typiquement de growth marketing de bout en bout, si on les remet bout à bout, c'est-à-dire créer des best case clients, créer un livre blanc, commencer à créer une petite chaîne d'email, même si elle est manuelle au départ, etc. Ça permet déjà de micro-tester des choses, de se donner confiance et au fur et à mesure de commencer à créer des choses assez de plus en plus complexes au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est pas non plus des choses sur lesquelles il faut mettre une pression immense au départ. Faut arriver progressivement à mettre en place des actions, j'ai envie de dire les unes après les autres. Voilà. Donc ça reste des choses aussi accessibles et il faut aussi avoir ça en tête. Voilà. Donc, ce que je retiens, les mots-clés, test and learn, itération et mesure. Ouais, complètement. Alors, je le dirais pour à peu près tous les domaines, mais complètement en B2B. En B2B, ça prend encore plus de sens aussi là-dessus. Ouais, complètement. Alors, Céline, pour conclure, puisque pour le coup, une fois de plus, c'est des deux côtés de la barrière, à la fois fournisseur de stack techno avec GetQuanti, mais aussi consommatrice de stack techno, puisque tu as aussi un job qui n'est pas que simplement faire des webinaires, mais aussi produire des leads pour tes sales. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'efficacité de ce type de dispositif? Du coup, pour conclure, moi, je dirais qu'il faut vraiment utiliser des stacks marketing qui permettent d'aligner le marketing et les ventes. Donc, à savoir que 58% du temps passé par les commerciales est dédié à la non-vente. Donc, c'est vraiment l'idée de simplifier tout ça côté marketing et côté commercial pour qu'ils aient moins de temps à perdre sur la recherche de données, la création de bases de données de prospects qui n'est potentiellement pas intéressé par la solution, et vraiment s'orienter sur des solutions qui permettent d'engager des gens déjà intéressés et de pouvoir finalement alimenter régulièrement et quotidiennement les sales pour qu'ils puissent perdre le moins de temps et pouvoir boucler plus de rendez-vous et de démos au quotidien. Donc voilà, misez sur des outils qui vont vous permettre de booster votre acquisition et de booster vos conversions. Ça marche pour toi, cette approche? Du coup, oui, chez nous, on a un alignement sales marketing très élevé. Donc, on a tout un process de livraison des top leads, donc qui permettent finalement, on a augmenté le nombre de démos. Voilà, ça permet vraiment d'avoir un retour plus positif des prospects et de pouvoir avoir des démos beaucoup plus facilement. En synthèse, moi, j'aurais juste un mot quand je vous entends parler growth marketing. Finalement, ce que j'en retiens, c'est qu'on parle de marketing business. C'est-à-dire que pour aligner sales et marketing, visiblement, il faut que les deux parlent le même langage et soient alignés sur les mêmes objectifs. Et clairement, cette approche, on va dire, structurée, mesurée, va permettre au marketing de se rapprocher des sales et va permettre d'être dans une logique de performance business et pas simplement d'être dans une logique d'audience, de notoriété, mais d'être aussi dans une logique de performance business. Donc, je pense que il faut retenir comme levier d'alignement autour de ces approches growth marketing. Il est 9h50.
On a tenu super bien le timing et je trouve qu'on a bien joué, Céline, bien joué, Kevin. Ouais. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Tiens, première question d'Émilie. Quelle convergence avec Pardot? Céline, tu veux répondre? On a des connecteurs en fait avec plein de CRM, des connecteurs natifs. Et si on n'a pas de connecteur natif, on peut connecter via Zapier. Donc c'est hyper facile et en fait, ça va pouvoir vous permettre de récupérer toutes les données de GetQuanti et de les envoyer directement dans votre CRM ou dans vos outils autres comme celle-ci. Donc, on a toute une série d'outils. Vous pouvez aller voir sur notre site sur les intégrations. Vous avez toutes les intégrations chat, CRM, voilà. On a toute une série d'outils qui vous permettent de collecter toute cette donnée en un seul endroit. Merci. Allez, on va laisser pour les timides encore quelques secondes s'il y a des questions. Si vous voulez prolonger les discussions, on vous a mis nos coordonnées. On sera ravis de prolonger les discussions. On va vous partager le replay là, dans les minutes qui vont venir à la fin de l'event pour ceux qui auraient connecté un peu en retard ou qui ont des pannes d'ordi, comme on a pu voir dans le chat. Merci beaucoup, Céline, pour la préparation. Merci, Kevin, aussi pour l'animation. Je vous souhaite une bonne journée. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci à vous. Au revoir.